c'est pas pour rien qu'on parle d'industrie culturelle et on y accorde un panel complet, parce que les projets culturels occupent une place particulièrement importante au sein des plateformes de financement participatif. On peut le voir derrière moi, seulement sur Kickstarter. Selon les statistiques qu'on voit, dans le fond, on remarque que ce sont les projets musicaux qui constituent la majorité des projets en cours de financement. On va retrouver une prégnance similaire dans des plateformes francophones qui sont utilisées notamment au Québec. On voit ici KissKissBankBank, Ulule, La Ruche. Ce sont les arts, et particulièrement les arts de la scène, dans le fond, occupent une place importante dans le financement par la foule. D'ailleurs, ça repose sur la foule, les arts de la scène. Dès lors, l'adéquation entre le crowdfunding et le financement par la foule et les projets culturels, comme la musique, le théâtre et la danse, pourrait paraître assez univoque. Et comme les projets culturels occupent une place importante dans les plateformes de financement participatif, on pourrait donc être porté à proposer que ces plateformes viennent répondre à des besoins de financement spécifiques de développement des projets culturels, notamment ceux qui relèvent des arts de la scène. Et je pense toujours ici à la danse, à la musique et au théâtre, qui sont les principaux porteurs de projets, mais aussi au cirque, à l'humour et à l'improvisation théâtrale, qui sont particulièrement populaires au Québec. Afin d'essayer de comprendre un petit peu mieux, dans le fond, le profil des projets présentés au Québec spécifiquement, celui de ceux qui les initient, mais aussi les particularités du financement des projets qui relèvent des arts de la scène, j'ai procédé à l'analyse de 222 projets québécois, principalement en musique, en théâtre et en danse, qui ont atteint ou dépassé leurs objectifs sur les principales plateformes francophones de sociofinancement. Donc, on les voit ici. En fait, francophones et autres, Kickstarter faisant partie, étant peut-être l'exception là-dessus. Haricot aussi offre une fonction anglophone, mais sinon, KissKissBankBank, La Ruche et Ulule. J'ai complété aussi mon enquête avec une série d'entrevues avec des intervenants en musique et en théâtre afin d'esquisser un peu les pistes de réponse quant aux interrogations que l'analyse que j'avais posait. On peut déjà remarquer derrière moi que la plus grande majorité des projets financés sont des projets musicaux. Ça semble assez cohérent peut-être avec la popularité relative de chacune des disciplines, avec le ratio de musiciens par rapport aux acteurs ou aux danseurs dans la population. Mais ce qui attire particulièrement mon attention ici, et principalement, comme je le mentionnais, par rapport à la popularité de ces disciplines-là au Québec, c'est le très faible nombre, en fait le très, très faible nombre de projets qui relèvent des autres domaines des arts de la scène, notamment l'humour et le cirque, qui bénéficient pourtant d'une bonne popularité au Québec. Je me risquerai peut-être à une hypothèse vers la fin. Un deuxième constat général qu'on peut poser des 222 projets que j'ai analysés, c'est qu'ils ont été soumis par 213 promoteurs différents, ce qui semble vouloir dire que dans la quasi-totalité des cas, les projets de sociofinancement en culture, c'est du one-shot deal. Ce sont des mesures relativement ponctuelles et uniques. Pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai indiqué ici les principaux marqueurs des données analysées, notamment la moyenne, qui sont toutes assez cohérentes avec les données qui sont disponibles, notamment en France. Là, il y avait l'étude de Kaiser qui montrait ça. On remarquera aussi qu'il y a une surreprésentation des projets de Montréal, issus de Montréal par rapport à la population, ce qui peut s'expliquer notamment par la concentration d'artistes à Montréal et la dissémination du grand territoire québécois. Si on s'intéresse spécifiquement à la musique, un des premiers éléments qui vaut la peine d'être souligné, c'est que de l'ensemble des projets que j'ai étudiés, la quasi-totalité, du moins à première vue, relève d'initiatives personnelles, des initiatives qui émanent directement des artistes ou des groupes, c'est-à-dire que les projets ne sont pas portés par une maison de disques. En fait, sur l'ensemble des projets que j'ai analysés en musique, un seul émanait clairement d'une boîte de production qui était associée à la disque. Cependant, ça ne veut pas dire que tous les projets ne sont pas, que tous les artistes ne sont pas sous un label. Il y a des artistes qui ne sont pas indépendants, qui sont rattachés à une boîte de production, qui proposent des projets de sociofinancement. On y reviendra un peu. On peut mettre en corrélation cette information-là avec le fait que les projets soumis au sociofinancement sont principalement des premiers projets. Ils visent généralement soit la production d'un premier mini-album, un EP, ou alors la production d'un premier album long jeu, si vous me permettez l'expression.
En théâtre et en danse, les projets émanent quant à eux à la fois de troupes ou de compagnies qui sont amateurs ou professionnels, ou alors des chorégraphes, des auteurs, des metteurs en scène. Il y a une grande diversité là-dessus. Comme en musique, donc, les projets émanent d'abord des producteurs, des porteurs du projet en tant que tel, et non pas des diffuseurs. Et pour la plupart, mais dans danse et en théâtre, la plupart des projets sont déjà associés à une salle, à un partenaire de production. Si on revient à la musique, l'argent récolté va surtout soutenir les divers moments de la production des albums, que ce soit carrément pour défrayer les frais de studio, pour payer les musiciens, acheter du matériel ou des instruments, ou alors contribuer à payer la production physique des disques. Certains projets vont aussi utiliser le crowdfunding pour défrayer les coûts de la promotion, de la distribution d'albums qui ont déjà été produits. Et il y a un certain nombre de projets de sociofinancement qui visent à soutenir les dépenses de tournées, le développement de la production de spectacles, de festivals et quelquefois la production de vidéoclips. En théâtre et en danse, la diversité des projets et l'utilisation des fonds est beaucoup moins grande qu'en musique. Essentiellement, l'ensemble des initiatives cherche à financer la production d'un spectacle et, dans de rares cas, mais vraiment très rares cas, à contribuer à une tournée et encore plus rarement à financer un festival ou défrayer les coûts pour des infrastructures. Si on s'intéresse finalement aux contreparties qui sont offertes, on peut observer une série d'écarts entre la musique et les arts de la scène, mais c'est quand même assez similaire. Et il y a aussi des écarts entre les projets dans les mêmes disciplines. Bon, déjà, entre la musique et les autres arts de la scène, il y a l'aspect matérialité du produit culturel. Contrairement à la danse et au théâtre qui vont faire vraiment juste dans l'événement, les artistes musicaux ont généralement un produit qui est durable à offrir, que ce soit l'album numérique, un disque compact, un vinyle. Il y a même un groupe qui proposait des cassettes audio parmi les contreparties. En fait, les plateformes vont souvent même servir d'intermédiaire pour la pré-vente d'un album. Et contrairement à Bandcamp ou iTunes qui offre aussi la pré-vente, il y a la valeur ajoutée qui est celle d'aller chercher un peu plus d'argent avec des contreparties plus intéressantes et de susciter un enthousiasme quant à l'atteinte d'un objectif pour mobiliser la foule. Certains des projets en théâtre ou en danse vont essayer de matérialiser un peu leurs produits, soit en proposant un livret ou en proposant bien souvent une captation vidéo, mais règle générale, les produits matériels qui vont être proposés dans ces disciplines-là, et même en musique, ils ne sont pas du tout de nature artistique. En fait, dans l'ensemble des projets, que ce soit en musique ou dans les autres disciplines, on va remarquer un effort pour trouver des offres originales qui permettent de bonifier les échelons de contribution, sans coûter cher, sans trop coûter d'investissement, on en a parlé. Bien souvent, donc, on va avoir recours, comme c'est écrit derrière moi, aux exclusivités, donc des prestations privées, des textes inédits, des albums à édition limitée. On va avoir recours à des primeurs, soit l'accès à des chansons avant la sortie officielle ou l'invitation à la générale ou aux répétitions. On va offrir aussi, comme on en parlait, des expériences qui vont être connexes au projet, dont bien souvent des rencontres avec les artistes, soit en coulisses ou à l'extérieur, comme dans un café ou dans le cadre d'un souper. Bien sûr, pour plusieurs, on va aussi chercher à diversifier les supports, soit en offrant des artefacts qui sont liés au projet, comme des manuscrits, des originaux, des pochettes d'albums, des sérigraphies d'affiches numérotées, des éditions limitées, ou on va offrir des produits connexes, comme des ouvrages, des photos, des toiles d'autres artistes ou des sonneries de cellulaires personnalisées. Pour ceux qui le peuvent, on va puiser aussi dans des productions antérieures, des albums, des livres ou des vidéos notamment, et bien sûr, on va offrir des vêtements ou des accessoires à l'effigie du groupe. On va aussi offrir de nombreux services ou expériences qui sont connexes, comme des cours de danse, de musique, des ateliers d'improvisation, ou des offres qui n'ont absolument pas rapport avec l'art, comme des massages, des cours de yoga, des cours de cuisine, et souvent d'autres types de produits, par exemple beaucoup de produits alimentaires et énormément d'alcool. Une bière pendant le show, après le show, avant le show, par la poste, une bouteille de vin, les exemples ne manquent pas. Ce qui reste par contre commun à tous les projets, c'est que tous vont offrir la gratitude et les remerciements, soit une mention dans les livrets ou dans les programmes, mais aussi beaucoup dans les différents médias sociaux, et ça sous différentes déclinaisons de la vidéo, au tag, à la photo personnalisée. On va retrouver aussi des offres de dédicaces, encore ici sous différentes formes, classiques comme des photographies ou plus originales comme des paires de bas, des chaussettes autographiées par un groupe, c'est Winner.
Autre chose à mentionner, très rares sont les contreparties qui vont inviter les contributeurs à participer au contenu artistique. En général, selon la nature des projets, la capacité des artistes à diversifier les offres et les contreparties est assez différente. Généralement, un projet qui est multidisciplinaire va avoir beaucoup plus à offrir en contrepartie qu'un projet unidisciplinaire. On va prendre l'exemple ici de Jardin mécanique qui se déploie dans un univers steampunk qui propose de la musique, de la BD, de la vidéo, des accessoires, dont des bijoux, et va même croiser et combiner plusieurs campagnes de socio-financement. Comme je le disais un peu plus tôt, les antécédents des artistes vont jouer aussi pour beaucoup dans la variété des contreparties. Un artiste qui en est à sa première œuvre, comme c'est le cas de la majorité, a beaucoup moins à offrir qu'un artiste qui a déjà des albums à son actif, qui a déjà du matériel. Je prends l'exemple ici de Queen K, qui, pour combler le financement de la production d'une vidéo et pour rembourser notamment le vol qui a eu lieu durant le tournage de cette vidéo-là, pouvait offrir son album, et selon le montant, soit en format numérique, soit en vinyle. Elle avait aussi son livre, un livret à offrir. Donc, une foule de produits qui sont tirés du passé de l'artiste. La valeur des contreparties va différer aussi selon les artistes ou les projets. On en parlait, une rencontre avec un artiste n'aura pas la même valeur si l'artiste est connu ou si l'artiste n'est pas connu. On va prendre l'exemple parfait. En fait, c'est le défi, dans le fond, d'évaluer pour les artistes le coût des contreparties, tout en considérant que l'attrait des offres varie selon les artistes qui participent au projet et selon l'enthousiasme de la foule qui va contribuer. Ça va impliquer un peu la question de la taille de la foule et du réseau sur lesquels les promoteurs peuvent compter. Et ici, on va prendre l'exemple du projet le plus médiatisé de tous ceux que j'ai analysés, celui d'Annie Villeneuve, qui est une ancienne de la Star Academy, qui, pour réussir à enregistrer un album à Nashville, a récolté 65 000 $, qui est vraiment le montant le plus élevé. Le fait qu'elle était déjà connue a certainement contribué à la réussite de son projet, que ce soit à la base par les fans dont elle disposait, mais aussi par l'intérêt que les médias traditionnels lui ont porté. Mentionnons d'ailleurs que c'est un des rares projets qui invitait les contributeurs à influer sur le contenu de l'album, soit en choisissant l'ordre des chansons ou carrément en participant au chœur d'une des chansons. Et il y a même une personne qui a fait une campagne de socio-financement pour financer sa participation au socio-financement d'Annie Villeneuve et chanter sur sa chorale. Mais Annie Villeneuve n'est pas la seule là, qui a profité de sa renommée pour atteindre des cibles élevées. On peut penser ici à François Lachance, qui est un chanteur de Star Academy en 2012 et aussi fait The Voice en France, ou Karen Young, qui a ramassé 25 000 $ pour produire Missa Campanula, une messe chorale qu'elle a composée. Donc, l'atteinte des objectifs, mais surtout la hauteur de la cible, va souvent dépendre des succès passés des artistes et de leur bassin de fans. Pour certaines personnes que j'ai interviewées, leur foule est composée d'un cercle de connaissances assez rapproché. On en a parlé plus tôt. Ils vont compter d'abord sur du love money. Mais aussi, ils vont être pris à solliciter des gens qui sont déjà beaucoup sollicités par des projets de sociofinancement, parce qu'ils sont soit eux-mêmes musiciens ou artistes, ou alors parce que leur réseau s'est développé dans des écoles d'art où tout le monde veut chercher de l'argent pour faire sa pièce de théâtre. En plus, si le succès d'une campagne de sociofinancement repose en grande partie sur un réseau qui existe déjà, les projets qui sont portés par des troupes ou des groupes nombreux, comme des chorales par exemple, n'ont pas nécessairement plus de potentiel de réussite, entre autres parce que les réseaux se recoupent, mais aussi parce qu'en plus de la taille du réseau que peuvent rejoindre les porteurs d'un projet, le succès d'une campagne repose en grande partie sur les compétences communicationnelles des promoteurs et des porteurs de projets. On l'a nommé ce matin, le terme est sorti. Moi, je l'emprunte à Claudia Beaumont qui a déposé son mémoire de maîtrise sur le sociofinancement en musique. Ce sont des artistes entrepreneurs. En accolant le terme entrepreneur à celui d'artiste, dans le fond, on qualifie d'une certaine manière les compétences requises pour se prêter au jeu du financement participatif, les compétences communicationnelles comptant pour beaucoup dans ces compétences-là. Les artistes doivent donc être en mesure de rédiger des textes accrocheurs, vendeurs. Ils doivent présenter des photos de qualité, des vidéos, dans une démarche qui va relever beaucoup plus du marketing que de leur création artistique propre.
On le voyait plus tôt, la majorité des artistes qui ont recours au financement participatif ne sont pas appuyés par des boîtes professionnelles. Ils doivent donc mobiliser autour d'eux les ressources qui vont leur permettre de produire ces contenus marketing ou alors le faire eux-mêmes. On est donc dans un cas où il y a un déplacement de créateurs, on devient un peu son propre producteur, sa propre boîte de communication. Et plus encore, si on met dans la balance le défi d'avoir à développer des contreparties originales, intéressantes, attrayantes, le socio-financement fait plus appel à l'aspect innovation qu'à la seule création dans un champ artistique défini. L'exigence d'être un bon entrepreneur pour les artistes qui vont lancer des projets en socio-financement est d'autant plus grande que selon la durée de la campagne de socio-financement, il faut trouver le moyen de mobiliser et de soutenir la mobilisation de son réseau par une série d'initiatives originales et sur un long terme, sur un terme qui est assez essoufflant. Tous ceux que j'ai interrogés le remarquent, il ne suffit pas de publier une page sur un site de socio-financement pour que la campagne soit fructueuse. Il faut générer du contenu régulier, original, accrocheur, de qualité sur les réseaux sociaux. Donc, comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et tout au long du projet, à toutes les étapes. Et ces compétences communicationnelles-là, elles ne sont pas données à tous les artistes et au final, pour plusieurs, l'énergie, le temps qui va être investi dans une campagne de socio-financement vont largement dépasser les bénéfices. D'autant plus que ce temps et cette énergie-là ne sont pas consacrés aux activités principales des artistes. Dans le calcul de la rentabilité d'une campagne, il faut donc comptabiliser le coût des contreparties, le montant à remettre à la plateforme, mais aussi le temps et l'argent investis pour la communication et aussi pour la gestion et la livraison des contreparties. D'autant plus que la marge de dépassement des objectifs est assez limitée. On le voyait plus tôt, on est à 123 de moyenne d'objectifs atteints, ce qui fait qu'une fois qu'on a dégagé, on a dépensé tous les sous qu'on avait pour l'investissement de base, généralement, il ne reste pas tant de marge de profit. Et si on retire à ça tout le temps, bien là, on n'a vraiment pratiquement rien, considérant que les montants sont assez faibles. Dans la majorité des cas, en plus de ça, la campagne de socio-financement ne se substitue pas aux autres modes de financement, entre autres parce qu'elle ne couvre d'abord qu'une partie de la production, mais on va avoir aussi recours aux autres formes plus traditionnelles de financement, que ce soit des soirées ou des soupers bénéfices, des levées de fonds de toutes sortes, mais aussi à la demande de subventions et ainsi de suite, qui vont pas, en fait, des demandes de financement qui ne vont pas relever du microfinancement. C'est d'ailleurs ce que vont souligner les producteurs de musique qui vont préférer allouer leur temps et leur énergie à des formes de financement plus sûres ou sinon plus consistantes. Et fait intéressant d'ailleurs, les boîtes de production que j'ai approchées d'abord n'avaient pas tant de choses à dire sur le socio-financement en tant que tel, ni sur les plateformes. Ils connaissent bien le dossier, mais leur intérêt est très faible et ils ne veulent pas trop mettre le pied là-dedans. Il y a notamment une crainte de surtaxer la clientèle, la foule, parce qu'au-delà de notre cercle restreint, comme on le signalait plus tôt, il faut aller vendre une campagne de financement à un public à qui on a déjà à vendre des billets de spectacle, des disques, et donc c'est multiplier le nombre de fois où on va solliciter la foule. On a peur des écœurer. Et au-delà de ça, il faut aussi compter sur les compétences technologiques de son public, sa présence dans les réseaux sociaux, tout comme sur sa capacité réelle à s'impliquer, ne serait-ce qu'en ayant accès à une carte de crédit ou un compte PayPal qui va nous permettre de contribuer sur la plateforme. En fait, les moments où le socio-financement va se révéler réellement intéressant pour les producteurs établis, comme pour les artistes débutants, c'est soit quand il va servir un projet parallèle qui ne remet pas en cause une production. Par exemple, ici, Jérôme Minière qui a financé la production d'un vinyle de son album qui était déjà produit. Ou, comme on le disait, quand il est associé à un projet de bonification, comme le fait notamment Kiss Kiss Bang Bang. Je vais aller plus vite là-dessus puisqu'on en a déjà parlé, mais bon, ils vont chercher un certain montant. Et là, ça devient intéressant parce que si je vais chercher 1 000 $, mais je vais chercher d'un coup 50 % de ce montant-là avec la Caisse populaire, 500 $, ça devient pertinent. C'est d'ailleurs ce qui a motivé, en fait, la majorité de l'échantillon des projets de danse. Donc, sur 10 projets, il y en avait 8 qui étaient associés à la Caisse populaire. Si on résume, donc, la réussite d'un projet va reposer, entre autres, sur la capacité à fixer des cibles à la hauteur de son réseau, la variété et à la variété et à la valeur adéquate des contreparties qu'on va offrir, de la compétence des artistes pour mettre en valeur leur projet d'abord par la production de contenu de qualité, original, régulier, et ensuite pour animer leurs réseaux sociaux, par la présence du public sur les réseaux sociaux et à sa capacité, soit financière ou technique, à contribuer au projet. Si
En premier lieu, l'atteinte d'objectifs de sociofinancement permet de réaliser un projet. La réussite d'un projet de sociofinancement peut aussi contribuer, entre autres, à susciter un sentiment positif auprès de partenaires, de producteurs ou de publics éventuels. De là, tout l'intérêt de communiquer la réussite d'un projet, donc d'atteindre ses objectifs, donc de cibler des objectifs réalistes, les bons objectifs. Auprès des boîtes de production et des institutions théâtrales et éventuellement auprès des bailleurs de fonds, les campagnes de financement pourraient éventuellement servir au moins à évaluer un réseau d'un artiste qui débute et sinon atténuer des risques de la production d'un projet, bien que le concept de risque me semble particulier dans le domaine culturel. Le succès d'une campagne de sociofinancement ne témoigne cependant pas de la qualité artistique d'un projet. Or, à contrario, on pourrait être amené à croire que l'échec d'une activité de sociofinancement peut teinter négativement l'idée qu'on va se faire d'un artiste ou un groupe, d'autant plus que ça va sortir assez haut, un projet de sociofinancement dans des recherches Google, quand on n'a pas beaucoup de pages à son nom, quand on est un artiste qui débute. Bon, je vous ai fait un portrait assez local, restreint au projet issu du Québec, mais il y a un autre aspect qui peut être intéressant, c'est la portée internationale, la possibilité de se faire découvrir à l'étranger si on mobilise les bons réseaux, les bonnes sources. Il y a notamment, dans le fond, une grande part de projets dont la portée géographique va être limitée au Québec, mais d'autres qui vont essayer d'aller un peu plus à l'extérieur, principalement sur KissKissBankBank ou Kickstarter. Et là, ici, bien sûr, bon, la diversité, la variété, la qualité des contreparties va être assez importante. J'avais un exemple ici d'une équipe, d'un groupe de musique qui voulait financer une tournée. Pour conclure, en fait, j'aurais pas vraiment la chance de valider cette hypothèse-là, mais pour revenir un peu à la question que je posais, l'absence des projets en humour ou le faible nombre de projets d'improvisation peuvent, bon, sans doute s'expliquer par le faible coût de production de ces spectacles-là et par la manière dont sont organisés le réseau des salles et des artistes. Pourtant, on trouve très peu de projets de cirque qui, eux, coûtent quand même assez cher et qui sont tout aussi populaires. Et on verra, dans le fond, si, avec la danse et le théâtre, ils seront appelés à peupler un peu plus les plateformes de sociofinancement. En somme, dans le fond, pour répondre un peu à la question qui était posée par le titre de mon intervention, le financement participatif semble se poser comme un élément privilégié du financement pour les artistes en début de carrière, mais aussi pour soutenir des projets spécifiques ou des parties de projets portés par une diversité d'artistes, de groupes ou de troupes. Le peu d'intérêt que vont manifester les boîtes de production tend à laisser croire que les modèles actuels de financement ne justifient pas d'investir son énergie dans des projets de sociofinancement. Mais d'un autre côté, les exigences de financement participatif qui sont médiées par les plateformes web vont modifier le travail des artistes qui vont y participer. Alors, on répète, c'est des artistes entrepreneurs et au-delà de la création, bien, les opérations vont exiger force d'innovation aux promoteurs de projets. D'une certaine manière, ça inverse le processus, c'est-à-dire que ça impose la communication avant la production de l'album, alors qu'avant, ou du produit, alors qu'avant, on produisait et on communiquait le produit une fois fait. Et les interventions précédentes en témoignent un peu. Dans le fond, le sociofinancement relève plus de l'opération de communication que du financement en tant que tel. Et on communique quoi? Bien, on communique une image avant de communiquer un produit. Merci.